Ils sont restés pendant plus de 20 ans ensemble en union libre. On parle du concubinage dans ce cas précis. Qu'est-ce que dit la loi dans ce contexte-là? Ils ont été mariés, soit mariage civil ou alors d'un mariage à la coutume. Là également, on peut interpréter ce que dit la loi dans ce même contexte. Nous abordons la question liée au mariage civil, coutumier et même en ce qui concerne le concubinage, les droits de la femme. Que dit la loi? Cette interprétation, nous allons le faire au cours de cette émission avec notre invitée, Madame Sidonie Fleur-Houé, qui est magistrate et présidente de la plateforme du Salon de la Femme. Bienvenue, Madame Sidonie Fleur-Houé. Merci, Monsieur Armstrong. Alors, merci à vous surtout d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, le constat est clair à travers le Gabon et même hors des frontières gabonaises. Il y a ces personnes qui vivent soit en union libre ou alors après s'être mariées à la coutume et d'autres ont eu le courage d'aller devant le maire. Aujourd'hui, avant que de rentrer dans ces différentes catégories, d'abord aborder l'aspect lié à la définition du mariage, sa base juridique. Qu'est-ce qu'est le mariage? Eh bien, le mariage est une institution, mais avant d'aller donc à la réponse à apporter sur la question que vous me posez, je voudrais d'abord vous remercier pour cet honneur que vous nous faites, nous, membres du Salon de la Femme, qui avons pour objet principal de vulgariser les textes de loi. Et c'est l'occasion encore que Gabon 24 nous donne ce soir pour en parler. Et le mariage est une institution parce que ce sont des normes, c'est une norme juridique qui établit donc ce mariage, et c'était aussi un contrat légal parce que c'est la loi qui établit les obligations, les conditions de fond et de forme, donc les conditions liées aux personnes qui vont contracter ce mariage, donc liées à l'âge, à leur nom, à leur situation, et les conditions également de forme liées à, par exemple, l'officier de police judiciaire, l'officier d'état civil, le maire, le préfet, le sous-préfet qui peut officier donc ce mariage. Donc c'est une institution et c'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes, pour le cas de la polygamie, qui décident donc de vivre ensemble et dont les conditions et les effets sont d'avance fixés par la loi. Alors, est-ce qu'on peut aborder peut-être ensemble, là, nous vous demanderons de faire un petit effort peut-être à ce niveau, revenir et peut-être nous parler de ces textes. Que disent-ils précisément? Le mariage, oui, aller à la mer, mais quels sont les textes qui fondent le mariage juridiquement? Mais au niveau du Gabon, c'est le code civil gabonais dans sa première partie. Oui. Le code civil gabonais détermine les conditions de fond et de forme qui doivent être remplies par les futurs époux pour être considérés comme mari et femme au nom de la loi. Et je pourrais donc à ce titre vous citer les différents articles qui articulent effectivement le mariage civil au Gabon. Donc vous avez l'article 200, une petite minute. Je vous en prie. On va regarder parce que c'est important, justement. Le mariage est prévu dans le titre 2 de notre code civil gabonais. Le code civil gabonais. Qui date de 1972. Code civil gabonais. Donc, dans son titre 2, intitulé du mariage, du divorce et de la séparation de corps, nous avons le chapitre 1er de ce titre qui est consacré donc au mariage, avec en première section les fiançailles qui sont l'antichambre du mariage, et puis dans le paragraphe, dans la section 2, les conditions requises pour pouvoir contracter un mariage, puisque je vous parlais tout à l'heure du contrat entre deux ou plusieurs personnes dans le cadre de la polygamie. Donc, les autres articles ou les autres sections qui suivent vont vous parler effectivement de la célébration du mariage, les formalités préliminaires, la célébration du mariage, et puis la fin du mariage. Ou alors, même, puisque c'est un contrat, il y a les conditions de la réalisation de ce contrat. Ensuite, les obligations qui naissent donc de cet engagement légal. Et quelles sont les différentes obligations des époux engagés dans ce contrat de mariage,
et la rupture du mariage. Parce qu'on peut tout à fait imaginer que les époux mettent un terme à leur relation, à leur contrat de mariage, et c'est soit le divorce ou la mort de l'un des époux. Alors, il y a, lorsqu'on parle de mariage, plusieurs cas de figure. Il y en a, tous deux de nationalité gabonaise, pour prendre le cas du Gabon, par exemple. Et puis, il y en a qui rencontrent parfois des épouses qui ne sont pas d'origine gabonaise. Mais finalement, lorsqu'on épouse une personne qui n'a pas la nationalité, justement, ce texte qui fasse que cette dernière obtient la nationalité, selon vous, aujourd'hui, est-ce que ça a permis d'ouvrir justement la question liée au mariage entre les différentes nations et autres? Oui, en ce qui concerne le Gabon, il faut dire que au nom de la liberté de contracter, des contrats qui peut animer n'importe quel citoyen, les Gabonais sont en droit d'épouser d'autres personnes de nationalités différentes que la leur. C'est d'ailleurs mon cas. Et puis, il y a, je vois un tout petit peu votre interrogation, c'est certainement par rapport à la nationalité. Est-ce que l'étranger qui épouse un Gabonais ou une Gabonaise peut changer de nationalité? C'est ça la question. Naturellement, nous avons le code de la nationalité qui détermine un tout petit peu les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir acquérir, par exemple, la nationalité gabonaise lorsqu'on épouse un Gabonais ou une Gabonaise. Il en est de même de la France et des autres pays qui acceptent la double nationalité. En revanche, il y a d'autres pays qui n'acceptent pas la double nationalité, qui estiment que si vous êtes d'une nationalité étrangère que votre nationalité d'origine, vous épousez un étranger de ce pays, vous deviez abandonner votre nationalité d'origine si votre intention est de prendre la nationalité de votre conjoint. Alors, donc ça dépend du pays. Mais en ce qui concerne le Gabon, qui accepte la double nationalité, eh bien, l'époux ou l'épouse peut tout à fait, en remplissant les conditions exigées par la loi, acquérir la nationalité gabonaise par l'effet du mariage. Alors, Madame Sidoni Ferroué, parlons d'autres questions de fond, la définition des régimes dans le mariage et puis peut-être l'explication de biens séparés ou biens communs. Oula, j'aurais bien souhaité que cela se fasse vraiment dans un cadre précis, prendre le mariage avec toutes les conditionnalités, notamment le mariage légal, pour que les téléspectateurs puissent nous suivre. En effet, lorsque les époux décident, lorsque deux personnes ou plusieurs décident de se mettre ensemble dans le cadre tracé par la loi, notamment le mariage, ils ont la possibilité de choisir comment ils entendent vivre. Est-ce à deux? C'est parler de l'option. Et il y a deux options au Gabon. Il y a soit l'option monogamique, c'est-à-dire que c'est deux personnes seulement qui n'acceptent pas une troisième personne. Et puis il y a l'option polygamique où il y a la possibilité d'avoir plusieurs personnes. Mais à ce sujet, la polygamie doit être entendue comme le fait pour les membres du couple de contracter mariage avec d'autres personnes. L'idée est répandue au Gabon. Madame, on a du mal à saisir un peu. Je vais revenir parce que je sais que ce n'est pas tout à fait évident. Et la vulgarisation, c'est de rendre accessible justement tout ce qui paraît ambigu, tout ce qui paraît suffisamment technique. La polygamie, c'est le fait pour les membres du couple, c'est-à-dire monsieur et madame, de pouvoir contracter des mariages avec d'autres personnes. L'homme peut avoir plusieurs femmes, la femme peut avoir plusieurs maris, c'est-à-dire mariée légalement. En ce qui concerne l'homme, c'est la polygynie, et en ce qui concerne la femme, c'est la polyandrie. Et ce sont ces possibilités-là que l'on appelle la polygamie, la possibilité d'avoir plusieurs partenaires mariés légalement. Mais ça, c'était une explication qui n'a pas souvent été donnée. En ce qui concerne le Gabon, le législateur gabonais a estimé que la polyandrie ne pouvait pas être appliquée au Gabon. Et donc, il n'y a que la polygynie qui existe au Gabon, mais comme c'est la possibilité qui est offerte à un membre du couple d'avoir plusieurs personnes mariées, parce que pour être polygame, ce n'est pas le choix de l'option. Il faut encore effectivement épouser une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et que sais-je encore. Donc la polygamie, c'est cette possibilité, cette option qui est offerte à l'homme au Gabon
de pouvoir épouser plusieurs personnes. Mais il est en polygynie. La polygamie doit être évitée de la polygynie. C'est l'homme. Polygynie, l'homme a plusieurs femmes. Plusieurs femmes, ce n'est pas avoir une femme mariée et avoir ce que vous appelez plusieurs maîtresses. Ces maîtresses ne sont pas des femmes mariées, elles sont en adultère. D'accord. Alors, évoluons, puisque nous parlions également de l'explication de bien séparer avant que d'arriver aux droits de la femme, mais également des enfants pour la suite dans un foyer. Alors, et oui, après que les époux aient choisi leur option, c'est-à-dire de vivre à deux ou de vivre à plusieurs, d'accord, cette possibilité de vivre à plus de deux dans un couple, ils vont choisir également la manière de gérer leurs biens. Est-ce qu'ils doivent les gérer ensemble? C'est la séparation des biens. Est-ce qu'ils doivent les gérer est-ce qu'ils doivent les gérer séparément? Autant pour moi, c'est la séparation des biens. Est-ce qu'ils doivent les gérer ensemble? C'est la communauté des biens. Est-ce qu'ils doivent choisir une autre façon hybride de gérer leurs biens? Certains biens doivent être gérés ensemble, d'autres doivent rester personnels. On rentre là dans un contrat de mariage qui doit être fait devant le notaire. Donc, au Gabon, nous avons 3 régimes matrimoniaux. Le régime matrimonial doit être compris comme le fait pour les époux de choisir comment ils doivent gérer leurs biens. d'accord. J'entends les gens dire « oui, je suis marié sous le régime monogamique ». Non, je suis marié sous l'option monogamique. C'est le choix de vivre à deux ou de vivre à plusieurs dans le mariage. J'ai choisi comme régime matrimonial. Le régime matrimonial étant la façon de gérer les biens, la façon que les époux ont choisi de gérer leurs biens. Et là, nous avons 3 régimes. Le régime de la séparation des biens, le régime de la communauté des biens et le régime conventionnel ou contractuel qui oblige les époux à aller devant le notaire pour dire ce qu'ils doivent gérer ensemble et ce qu'ils doivent garder personnellement. Alors là intervient une question assez importante. Est-ce que l'on pourrait parler de biens communs lorsqu'avant un mariage, quelqu'un ou alors l'époux aurait investi, serait devenu riche, épouse une dame à la suite de cela? Est-ce que ce qu'il aura eu comme investissement avant son mariage rentre dans le cas de biens communs ou alors il y a une autre explication à cela? Alors moi je vais répondre par une question pour dire, le monsieur qui devient riche, est-ce qu'il vivait avec cette femme avant d'aller à la mairie avec cette dernière? Si c'est ça la réponse à ma question, eh bien, ça dépend de la nature du régime. S'ils vivaient ensemble alors qu'ils n'étaient pas mariés et que cet investissement a été fait en son nom, avec des factures qui sont à son nom, ces biens-là lui appartiennent personnellement. Ça, c'est juste avant le mariage. Avant le mariage, s'il a fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec une dame ou 25 ans avec une dame et qu'ils ont investi ensemble et que la dame n'a pas pris le soin d'avoir ne serait-ce que quelques petites factures établies à son nom, que toutes les factures ont été établies au nom du monsieur, le terrain a été trouvé par le monsieur, les investissements ont été faits sur le terrain du monsieur avec les titres fonciers appartenant au monsieur. Lorsqu'ils vont décider de se marier, ces biens-là, quel que soit le régime qu'ils vont choisir, si c'est le régime, autant pour moi, si c'est le régime de la communauté des biens, cette communauté ne commencera qu'à compter de la célébration du mariage. Autrement dit, les biens acquis avant le mariage vont être la propriété exclusive du mari. Sauf s'ils décident d'aller chez le notaire et qu'ils décident de mettre ces biens-là qu'ils ont eus avant, ensemble, sans aucune distinction. On ne distinguera pas si ce sont les biens du monsieur ou les biens de madame. Ils vont décider devant le notaire de mettre ces biens ensemble. C'est à ce moment que cette communauté voulue va faire en sorte que ces biens-là deviennent leur propriété et rentrera dans leur communauté. Mais ça se fait devant le notaire et non devant le maire. Il faudrait un acte notarié qui exprime la volonté des époux de mettre en commun ces biens-là qu'ils ont eus en les spécifiant, en les localisant, en indiquant précisément que ces biens doivent rentrer dans la communauté qu'ils envisagent entreprendre. Alors, à partir de ce moment, puisqu'il y a peut-être comme un manque de pédagogie ou d'explication à ce niveau, est-ce que ça ne met pas souvent en danger les femmes lorsqu'elles se retrouvent dans un mariage et que le mari soit décédé, alors que cette procédure n'a pas été faite? Oui, permettez-moi, on tombe dans l'union libre. Ça met effectivement en danger, si vous pouvez me permettre quand même d'en parler, parce que le dire comme ça, dans un cadre qui n'est pas normé,
va paraître quand même un peu difficile. Si deux personnes vivent ensemble sans qu'ils décident de se marier, ils vivent ensemble et puis les deux investissent sans que la femme n'ait pris le soin n'ait eu la prudence de mettre quand même quelques reçus, quelques éléments à son nom. Si le mari décède et que tous ces biens-là étaient au nom du mari, la dame n'a rien, absolument rien, tout appartiendra à ce monsieur. Et c'est à raison, conformément à la loi, que les ayants droit du défunt arrivent pour récupérer les biens constituant le patrimoine du défunt. Justement, nous allons y arriver, mais je souhaite tout de même que l'on reste encore sur cette question liée cette fois aux droits de la femme. Dans ce cas de figure d'un mariage civil, quels sont les droits de la femme dans son foyer? Mais écoutez, j'ai coutume de dire, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, que la loi est générale et impersonnelle. La femme n'a pas plus de droits que l'homme. L'homme n'a pas plus de droits que la femme. Pourtant, on a souvent l'impression qu'elle protège beaucoup plus la femme que l'homme. Hein. Oh que non, sur certains aspects, il faut le dire, parce que la femme paraît vulnérable. Tous les êtres, tous les sujets de droit qui sont vulnérables bénéficient de la protection légale. Dans le contrat de travail, par exemple, le contrat de travail protège l'employé qui a moins de moyens. Dans le cadre de la minorité, la loi protège les mineurs. Et on estime que la femme étant un être vulnérable sur certains aspects, il y a quand même un regard bienveillant de la loi pour sa protection. Et donc, pour revenir aux droits que la femme peut avoir, les droits qu'elle a, ce sont les droits qui sont confinés par les textes de loi. Mais il faudrait quand même revenir sur un détail de taille, dans les effets du mariage civil. Parce que les gens ont tendance à tout confondre, hein. Dans les effets du mariage civil, il est dit que lorsque les gens se mettent ensemble, ici au Gabon, pour l'instant, le mari est le chef de famille. C'est ce que la loi nous dit, nous enseigne. Le mari est le chef de famille. L'article 259, ressassé et récité par les officiers d'état civil, prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Ça veut dire que chacun ne peut donner plus de droits qu'il n'en a lui-même. Il ne donne que ce qu'il a. Mais l'alinéa 2 poursuit que les charges du mariage incombent au mari à titre principal. Il est obligé, selon ses facultés et son état, de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. C'est la loi. Ça veut dire que l'homme est obligé par la loi à fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. Si la dame, par exemple, ne travaille pas et qu'elle reste à la maison, qu'on ne puisse pas considérer qu'elle ne fait rien. À la maison, elle travaille. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas un travail rémunéré qu'elle ne fait rien. C'est tout de même une contribution. C'est une grande contribution. Ce n'est pas tout de même une contribution, c'est une grande contribution. Et donc, l'homme est obligé d'apporter à cette dernière tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie en communauté. De la vie ensemble, je veux dire. Qu'il s'agisse des mariages monogamiques ou des mariages polygamiques, le mari qui décide, au nom de la loi, d'aller épouser cette femme ou ces femmes, a l'obligation d'apporter tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, en sa qualité de chef de famille. Chef de famille, ouais, c'est le chef, donc il doit aller chercher pour apporter. Il ne doit pas abandonner cela, il ne doit pas s'abstenir de faire au motif que la femme travaille ou qu'elle gagne plus que moi. Il est obligé au nom de la loi. D'accord. Voilà. Donc, la femme n'a pas plus de droits que l'homme, elle a un regard bienveillant, et puis, ne nous voilons pas la face, les femmes ont toujours été relayées au second rang, on estime qu'elles ne doivent pas faire. Elle est là comme une petite, je veux dire, une mineure civile qui joue les rôles de remplaçant. C'est une question sur laquelle nous reviendrons peut-être une autre fois. Peut-être au cours des prochaines émissions. Voilà. Mais tout de même, je rappelle qu'au Gabon, on parle aujourd'hui de la décennie de la femme, qui donne quand même de la place à la femme désormais dans la société. Ah que non, la décennie de la femme, c'est peut-être mal interprété, ne donne pas à la femme plus de place. Hein. La décennie de la femme découle des textes internationaux
bien heureusement saisi au bon par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a estimé qu'il offrait 10 ans aux femmes pour réfléchir sur les modalités, les mécanismes de leur épanouissement et de la promotion de leurs droits. Ça ne donne pas plus de femmes, simplement que les femmes doivent affirmer par des émissions de cette nature leur place dans la société et les droits qui sont les leurs, qui doivent être respectés. Merci Madame Sidonie Fleur-Houé. Je rappelle que vous êtes magistrate, présidente de la plateforme Le Salon de la Femme que nous recevons aujourd'hui, avec qui on aborde des questions liées au mariage civil, coutumier et même au concubinage. Alors abordons cette question liée au mariage à la coutume. Aujourd'hui, au Gabon, on constate bien sûr que lorsqu'on va épouser une femme, il faut d'abord aller rencontrer la famille, il faut apporter des présents, certains à coût de millions de francs CFA parfois, d'autres faisant selon leurs moyens. Que dit la loi sur le mariage à la coutume? Rien. Pardon? La loi ne dit rien sur le mariage à la coutume. Il y a une loi spéciale, la loi ne dit rien de spécial. Il y a une loi spéciale de mai 1963 qui, bien que reconnaissant le mariage à la coutume, interdit à titre principal la dot. Cette loi a été érigée pour interdire la dot. La dot qui ne doit pas être confondue avec le mariage à la coutume. Mais la loi n'a prévu aucun effet s'agissant du mariage à la coutume. Alors, si vous le dites, quels sont alors les droits de l'épouse en cas de décès de son conjoint, puisque souvent le problème s'est posé à certains niveaux? Les droits certainement, les droits vont trouver leur source dans la coutume. Si c'est un mariage à la coutume, le règlement doit se faire selon les règles de la coutume et non selon les règles du droit. La loi a prévu une démarche pour les successibles, donc les héritiers, dont fait partie la femme. Ça, c'est la loi. Et puis, la coutume a ses règles de fonctionnement. Si une femme est mariée à la coutume, elle va être régie par les règles coutumières. Si elle est mariée devant l'officier d'état civil, elle sera régie par les règles de droit moderne, c'est-à-dire la loi, ce que prévoit la loi. Et bien donc, une femme qui est mariée à la coutume ne peut pas venir devant un juge moderne, devant un juge légal, pour venir revendiquer un quelconque droit. C'est assez difficile à comprendre tout de même. Eh bien, permettez-moi, reposez-moi la question autrement, pour qu'on puisse quand même... Alors, dans le cas où une femme a épousé, ou alors une femme a été épousée par un homme, à la coutume seulement, et puis que décès survint, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les droits de la femme à partir de ce moment? Puisqu'on a souvent parlé des cas de spoliation, cette femme n'a-t-elle pas le droit d'aller vers la justice pour présenter son cas, présenter sa situation? Aujourd'hui, qu'est-ce que la loi confère comme droit à une femme mariée à la coutume? Je reviens sur ce que je venais de dire et essayer de le dire en d'autres termes. D'accord. Nous sommes dans une société moderne, civilisée et encadrée par les textes de loi. Et à côté donc de cette civilisation, je veux dire moderne, il y a nos us et coutumes. Si un couple prend l'initiative d'aller célébrer un mariage à la coutume, eh bien, les conditions de la célébration de ce mariage à la coutume se feront conformément au droit coutumier. L'exécution des obligations nées de cette relation coutumière, appelée encore le mariage à la coutume, se feront conformément au droit coutumier. Les successions se feront conformément au droit coutumier. Mais on ne peut pas faire un bond en partant donc de ce droit coutumier pour aller dans le droit moderne, c'est-à-dire la loi. La loi telle qu'elle est votée par les députés. Sauf si les députés en décident autrement. C'est-à-dire qu'ils prennent, je veux dire, le Parlement, les députés, les sénateurs, s'ils prennent la décision d'ériger, d'organiser, de réguler le mariage à la coutume avec des textes écrits, eh bien, cette femme qui est mariée coutumièrement, lorsque ces lois-là existeront, va aller chez le juge pour aller prétendre à un quelconque dédommagement ou à un quelconque héritage conformément à ce que le Parlement aura fait.
Pour l'heure, le mariage à la coutume n'est pas... on n'a pas eu de légifération sur, de régulation, allais-je dire, sur le mariage à la coutume, donc de sa fabrication jusqu'à sa fin. C'est-à-dire soit par la séparation des époux à la coutume, ou alors par la mort de l'un des époux, et comment régler ces choses-là coutumièrement. Autrement dit, le législateur gabonais ne s'est pas encore prononcé sur les effets du mariage à la coutume. Par conséquent, le juge ne peut pas se prononcer sur ce cas de figure. Maintenant, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour saisir pour ne pas perdre du temps, pour ne pas considérer que cette relation, pourtant qui est semblable à la relation de ceux qui partent devant le maire, ne puisse pas être considérée comme n'ayant pas existé. Ils doivent, les hommes qui décident de se marier à la coutume et qui estiment qu'ils ne peuvent pas aller chez le maire, doivent aller chez le notaire pour dire que j'ai travaillé avec ma femme, si je meurs, voilà ce que je vais laisser à ma femme, voilà ce qui reviendra aux enfants. Merci à vous, Madame Sidonie Fleur-Houé. Je rappelle qu'on parle du mariage civil coutumier et même du concubinage. Nous nous retrouverons pour la deuxième partie de cette émission dans une poignée de secondes seulement. A tout de suite. Deuxième partie de l'émission, ce qui fait débat, nous recevrons Madame Sidonie Fleur-Houé, magistrate présidente de la plateforme Le Salon de la Femme à Libreville au Gabon. On aborde pour thème le mariage civil coutumier et le concubinage d'ailleurs, droit de la femme, que dit la loi. Madame Houé, peut-être à revenir sur une conclusion, puisqu'on parlait du mariage à la coutume, de façon à avoir un caractère, à donner un caractère pédagogique à ce qui venait d'être dit pour les téléspectateurs. Qu'est-ce que l'on devrait retenir en ce qui concerne ce mariage à la coutume et les droits de la femme dans cette situation-là? De façon ramassée, disons que le mariage à la coutume peut continuer à être fait. Et d'ailleurs, nous, au niveau du Salon de la Femme et avec l'appui des autres organisations non gouvernementales, nous estimons qu'il est temps que le législateur gabonais puisse légiférer sur le mariage à la coutume pour lui attribuer pour lui faire naître des effets, parce qu'il n'y a pas d'effet. Cela dit, si les gens continuent à se marier à la coutume, ce sont nos coutumes, nous n'en disconvenons pas, il faudrait qu'en cas de problème, si le législateur ne se prononce pas, que les gens n'aillent pas au tribunal pour aller revendiquer les droits sur la base des mariages à la coutume. Hein? Les droits doivent être revendiqués sur le plan coutumier, coutumièrement. Mais ça va être difficile lorsqu'il y a par exemple des mariages hybrides entre plusieurs personnes du Nord, deux personnes par exemple du Nord et du Sud qui font un mariage, je ne sais pas quelle est la coutume qu'on va appliquer. Alors donc, les gens doivent comprendre que ce n'est pas en allant au tribunal que la solution va être trouvée. Il faudrait que les gens le comprennent et que le législateur prenne ce problème à bras le corps en réglementant le mariage coutumier pour qu'il reste notre patrimoine traditionnel. Alors, c'est dans ce contexte également, Madame Sidonie Fleur-Houé, qu'évolue une sorte d'union, puisqu'on parle du concubinage ou d'union libre. Des personnes décident de se mettre ensemble sans aller devant la famille pour le mariage à la coutume et sans même aller devant le maire parfois pour des questions financières. Mais qu'en est-il? Est-ce qu'il y a un cadre légal qui définit aujourd'hui le concubinage ou cette union libre? Oui. Le concubinage est tout à fait défini et encadré par le législateur gabonais dans ses articles 377 et suivants, notamment au titre 4 de notre code civil, première partie. Oui, l'union libre, le législateur gabonais n'a pas retenu l'expression concubinage. Le législateur gabonais a parlé de l'union libre. Et il définit d'ailleurs l'union libre dans son article 377 du Code civil en précisant que l'union libre est le fait, c'est un fait, pour un homme et une femme de vivre ensemble dans la même maison comme mari et femme sans avoir contracté le mariage l'un avec l'autre. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est deux personnes majeures qui décident, mais de façon consensuelle,
de vivre ensemble tout sachant qu'ils n'ont jamais été devant le maire et que de cette union-là ne naissent pas plutôt des obligations de l'un envers l'autre. Alors, est-ce qu'il y a un document juridique qui peut être donné en cas de concubinage ou de cette union libre? Il n'y a aucun document, le législateur n'a rien prévu, aucun document. Et d'ailleurs, j'ai saisi cette question pour dire que je m'interroge souvent sur quelle base les maires établissent les attestations de concubinage. C'était tout le sens de ma question. Je ne comprends absolument rien. Je me suis toujours interrogée sur ce document qui n'a aucune valeur juridique. Je le dis et je prends la responsabilité de ce que je dis, de mes propos. Je ne sais pas pourquoi les maires, les préfets et ou alors les officiers les officiers d'état civil en règle générale fournissent les attestations de concubinage aux personnes qui vivent en union libre. Parce qu'en France, on pouvait le comprendre dès lors qu'il y a une nuance, mais considérable à faire entre le concubinage et l'union libre. Mais nous avons retenu l'union libre en estimant que c'est la possibilité, c'est plutôt le choix que les deux personnes majeures font de vivre